Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je reçois un duo, Loïc et Fred. Ensemble, on aurait pu parler musique tellement leurs prénoms résonnent comme un bon vieux groupe des années 80. Mais non, on va parler de l'association Lazare, l'une des plus dynamiques sur le sujet de la réinsertion. Lazare, c'est un joyeux bazar entre colocs, jeunes pros et familles. Des histoires de vie qui se croisent, poignantes et terriblement dans l'air du temps. Parce que les personnes dans la rue meurent surtout de manque de liens, le cœur de Lazare est de susciter des rencontres qui vont aller jusqu'à de l'amitié pour les aider à se reconstruire. À l'image de ce binôme. À ma gauche, Loïc, avocat de formation, jeune étudiant qui met un pied dans le milieu associatif pour plaire à sa petite amie qui n'est pas encore sa femme, passé par les favelas et aujourd'hui DG de Lazare. Fred, à ma droite, lui revient de loin. Il a chuté, il en a bavé, puis il est ressuscité en coloc pour finalement mieux se trouver et retrouver les siens. Tomber pour mieux se relever. Passer une heure avec eux, vous l'imaginez bien, c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est aussi comprendre ce qui fait vraiment sens et changer de regard sur ceux que l'on n'ose pas toujours regarder justement. Clairement, je ne pouvais pas rêver meilleur casting pour démarrer cette 3e saison du podcast. Alors j'en profite pour remercier Quentin, auditeur, et Aliénor, sans qui cette rencontre n'aurait pu avoir lieu. Et je vous souhaite une belle écoute. Alors bonjour Loïc, bonjour Fred. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. On enregistre au siège de l'association Lazare, donc rue du Refuge. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Ouais. Donc vous êtes tous les deux membres de cette association. Alors Lazare, c'est des colocations extraordinaires, mais pas que. C'est donc l'une des assos les plus dynamiques sur le sujet de la réinsertion. Donc on va bien sûr se reparler de tout ça ensemble aujourd'hui. Du coup, avant qu'on se lance, qu'on parle en détail de Lazare, je vous laisse vous présenter et nous raconter comment vous êtes rencontrés. Je m'appelle Fred, j'ai 55 ans et j'ai été coloc à Lazare pendant 3 ans, pile poil. Je suis rentré le 23 septembre 2019 à 10h36 et j'en suis sorti le 1er octobre, enfin le 23 septembre à 23h30. Voilà, donc j'ai fait une super soirée pour mon départ avec plein d'amis, plein d'invités. Ma vie à moi, c'est une vie classique comme j'ai l'habitude de raconter, une vie classique, des études, un travail, tout. En fait, un accident de parcours administratif a fait que j'ai passé 3 ans à la rue. Durant cette période, en 2016, j'avais un pote de rue qui s'appelle Fredo, qui est rentré à Lazare comme coloc ici à la rue du Refuge. Donc je venais le voir, j'ai rencontré Freddy, j'ai rencontré d'autres colocs de l'époque. Certains sont encore là, comme Patrick. Et en fait, j'ai commencé à connaître Lazare comme ça et Loïc, je l'ai rencontré à l'occasion du réveillon du 31 décembre 2016 où j'étais invité par Fredo. Donc voilà, j'ai rencontré Loïc à ce moment-là. On s'est un peu fait une battle musicale ce soir-là. Qu'il avait gagné parce que je l'avais laissé gagner, parce qu'on m'avait dit gagne pas parce qu'il aime pas perdre. Voilà. Mais non, voilà, c'est comme ça que s'est passée notre première rencontre. Plus tard, dans le temps, durant ma galère, il m'a intégré à une aventure qui s'appelait Hiver Solidaire pendant l'hiver 2018-2019. Et puis, au sortir de cet hiver solidaire, j'ai fait une dépression et en fait, au mois de juin 2019, je partais pour me foutre en l'air et Loïc m'a tendu la main. Il m'a proposé une chose, c'est de venir le voir, discuter avec lui ici dans le bureau de l'association. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. On a fait des démarches ensemble et puis j'ai pris la décision d'être coloc à Lazare. C'est comme ça que je suis rentré à Lazare et que j'ai vécu, après avoir été ami pendant quelques années, avoir fait des choses avec eux, mais de l'extérieur, j'ai vécu l'aventure de l'intérieur. D'accord. Voilà. Très émouvant. Est-ce que juste tu peux nous préciser pour ceux qui ne connaissent pas Hiver Solidaire ? Alors Hiver Solidaire, c'est une association, c'est pour loger des sans-domicile fixe pendant l'hiver, auprès de locaux prêtés par des paroisses. On était 5 SDF logés, nourris, presque blanchis, on avait la douche. Et en fait, il y avait des bénévoles qui venaient pour nous amener à manger et manger avec nous, et d'autres bénévoles qui venaient manger et dormir avec nous pour garder le contact et puis éviter tout problème pendant la nuit entre les gars. Voilà. C'est un truc que Loïc a lancé
en novembre 2018, si je me souviens bien. Et voilà, il a lancé cette idée. Aujourd'hui, elle perdure puisque Hiver Solidaire va rouvrir d'ici quelques jours dans Nantes, à différents endroits. Et donc toi, Fred, tu nous disais que tu avais quitté aujourd'hui les colocs Lazare. Oui. Tu en es où aujourd'hui, du coup ? Alors aujourd'hui, quand je suis rentré à Lazare comme coloc, j'avais deux buts. C'était retrouver tous mes papiers, puisque je n'avais plus de papiers. J'étais un vrai sans papier et vrai invisible au niveau de l'administratif et compagnie. Donc retrouver mes papiers, et puis durant Hiver Solidaire, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Maximilien de Lussac, qui a un magasin dans le passage Pommeraye qui s'appelle Sauce-Traine-Graine. Je lui avais donné un coup de main pour son inventaire et il m'avait fait une promesse d'embauche en janvier 2019. Donc j'avais deux objectifs, mes papiers et ce boulot qui m'attendait, que j'espérais énormément. Et donc il m'a embauché en novembre 2021, il a tenu sa promesse. Moi j'ai eu tous mes papiers coup sur coup, c'est allé très vite, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis parti de Lazare. Je vis dans un studio chez un ami. J'ai mon indépendance et je vis à l'extérieur de Lazare depuis presque 2 mois, quoi. Donc voilà. Bravo. Merci. Donc tout ça en 3 ans. 3 ans, ouais. En 3 ans, en fait, quand j'ai connu Lazare, il en parlera peut-être plus Loïc de ce côté-là. Moi, quand je suis rentré à Lazare, j'avais dans la tête la coloc. Il y a des studios aussi ici à Lazare dans la maison. Et à l'époque, il m'avait dit ce sont des studios d'envol. Donc quand tu prends un studio, pour moi, dans ma tête, c'était tu prends un studio parce que tu as un projet derrière et que tu vas le perdurer en sortant de l'association et en te reprenant en main, quoi. Donc je me suis fixé là-dessus et c'est pour ça que le temps est allé très vite parce que j'ai vécu 1 an et demi en colocation ici à Lazare, 1 an et demi en studio, indépendant ici. Et je me suis envolé derrière grâce à cette opportunité que m'a offert Grégoire Bureau. D'accord. Voilà. Super. Et si je rétro-pédale un petit peu, du coup, tu nous as parlé de tes études, tu nous as parlé des débuts dans la rue. Quel a été, tu vois, l'élément déclencheur ? Comment est-ce que tu es arrivé à te retrouver à vivre dans la rue ? Si tu peux en parler. Ça ne me dérange pas du tout. J'avais une vie normale, un appartement, j'ai eu une inondation et je pensais avoir perdu tous mes papiers. Donc j'ai fait des demandes pour avoir des photocopies de papier à toutes les administrations, et notamment aux impôts. Et le problème, c'est que les impôts m'ont envoyé les feuilles d'imposition précédentes, mais l'année en cours, elles n'existaient pas, elles n'y étaient pas, et ils m'avaient mis juste sur un post-it. À partir de 2014, vous n'existez plus chez nous. Donc du coup, j'ai voulu me battre tout seul, mais comment se battre ? David contre Goliath, David a gagné, mais là, c'est l'État quand même. Et je n'existais plus à truc administratif, donc j'ai vécu en catimini dans mon appartement, sans payer le loyer, sans payer les taxes, les impôts, les trucs comme ça. Voilà, je vivais dans mon appart de temps en temps, dans la rue de temps en temps. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre. Et puis un soir, je suis rentré, puis l'huissier était passé, il avait fermé l'appartement. Donc je me suis retrouvé sans rien, juste les vêtements. Toutes tes affaires à l'intérieur de l'appart ? Toutes les affaires à l'intérieur de l'appart, impossible de le faire ouvrir, plus de contact, plus rien. Donc du coup, c'est les ennuis, la galère a commencé comme ça. Et l'étincelle, elle est venue de ce monsieur à côté de moi. Alors justement, Loïc, on va parler un peu de toi. Raconte-nous. Donc Loïc, tu es DG de l'association Lazare. J'imagine que tu as eu un sacré parcours avant d'arriver dans cette association. Raconte-nous un peu tout ça. Alors moi, mon parcours, donc j'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai 5 enfants qui ont entre 12 et 1 an. Moi, j'ai une formation juridique. Je fais des études de droit et je suis devenu avocat. En fait, assez rapidement, quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, Béa, on va dire que le service est venu au cœur de notre couple, puisque dès les premiers échanges entre nous, elle m'a tiré dans une asso qui amenait des jeunes handicapés en week-end. C'est assez marrant la vie, parce que j'ai accepté d'aller avec elle, non pas parce que j'avais un sens du service très aiguisé à l'époque, mais parce que j'avais envie de lui plaire, quoi, tout simplement. Et j'avais envie de lui montrer que j'étais capable de faire ça. Et donc, on est partis ensemble en week-end, et je me suis retrouvé avec Henri, un garçon qui était complètement handicapé, tétraplégique. Et je m'étais dit, bon, je suis prêt à tout faire sauf la toilette.
Et puis quelques heures après notre arrivée sur le lieu de week-end, on me dit il faut que tu ailles, changer la couche, quoi. Et là, en fait, tout en moi protestait. Vraiment, je voulais. J'avais peur de pas savoir faire, de mal m'y prendre. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me rebutait. Et donc, je me suis retrouvé à dépasser cette limite que je m'étais fixée. Et comble de l'ironie, évidemment, je m'y prenais comme un manche, il y en avait partout. Et Henri, qui savait pas marcher, pas parler, riait, gorge déployée, en gros, se foutait de moi. Et ce moment-là a été un peu un déclencheur pour moi de se dire que parfois on fait pas forcément les choses pour les bonnes raisons, mais que l'important c'est de les faire, parce que si on les fait pas, en fait, on manque quelque chose. Et c'est vraiment au travers de cette première rencontre et puis de la présence de Béa dans ma vie qui a fait que souvent, suite à son appel, un certain nombre d'actions ont été menées dans notre vie. Donc on s'est mariés. Juste après notre mariage, elle encore m'a dit maintenant qu'on est mariés, on va partir vivre en humanitaire. Donc on est parti vivre pendant 2 ans au Brésil, à Salvador de Bahia, dans une favela. Je te coupe, excuse-moi, tu étais avocat à ce moment-là déjà ? Ouais, j'étais avocat. Ça, et donc là... t'as quitté ton boulot où il y avait la peur d'avant je suis pas compétent pour changer quelqu'un, il y avait la peur du qu'en dira-t-on, ou est-ce que c'est raisonnable, c'était un peu cliché, mais on vivait à Neuilly-sur-Seine, je travaillais dans un cabinet d'affaires à La Défense, tout allait bien dans notre vie, et j'avais une longue et prometteuse carrière d'avocat devant moi. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que cet appel de Béa à vivre ça était très fort en elle, et du coup... alors je me suis renseigné, j'ai été voir d'autres avocats qui avaient vécu cette expérience humanitaire, et un de ces avocats que j'ai rencontré m'avait dit: tu sais, quand tu rentreras de cette expérience humanitaire, si jamais en parlant à un futur employeur, la personne ne veut pas t'embaucher à cause de ça, en fait, tu n'auras pas du tout envie de bosser avec lui tellement cette expérience te marquera. Et je me suis dit, c'est vrai. Et donc, j'ai lâché cette nouvelle réserve, cette nouvelle barrière que je m'étais fixée. Et on est parti vivre donc 2 ans à Salvador de Bahia au Brésil. Je m'occupais d'enfants des rues et Béatrice des adolescentes enceintes du quartier. Avec une association avec une association locale qui s'appelle l'association Jean de Dieu, et envoyée par une ONG française qui s'appelle Fidesco. Et je dirais 2 rencontres fortes qui m'ont particulièrement bouleversé. La première, c'est quelque chose d'assez anodin, c'est Donna Rita, une femme qui vivait dans une baraque de 20 mètres carrés en bois, et à qui j'apporte un paquet de riz, et qui devant moi partage le paquet de riz. Et en me voyant protester, en lui disant: mais qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit: je vais donner la moitié à Donna Barbara, la voisine. Et je lui dis: mais non, mais garde ce riz, quoi. T'as 10 enfants à nourrir, tu peux pas ne pas le garder. Et elle me dit: mais tu sais, quand Donna Barbara n'a rien, elle me donne la moitié de rien. Et cette rencontre m'a aussi, un peu comme Henri, qui a été mon premier mentor sur la fragilité, Donna Rita, quand quelques années plus tard, je déciderai de quitter mon boulot d'avocat pour m'engager à fond dans l'association Lazare. C'est vrai que le souvenir de cette femme, sa générosité, m'a donné cet élan de dire: mais quand ces gens-là sont capables de partager la moitié de rien, est-ce que moi je suis pas capable de laisser tomber un statut social, un boulot, une rémunération pour aller au fond de mes aspirations propres, quoi. Donc voilà, une première rencontre. Et une deuxième, c'est Arnaldo. Arnaldo, c'est un de mes amis qui, un dimanche matin, allait acheter son poulet dans le quartier. C'était un quartier qui était un peu comme les clichés de la favela, était gangréné par la drogue. Et au moment où il est passé pour acheter son poulet, il y a eu un échange de coups de feu entre le chef du trafic et quelqu'un d'autre. Et Arnaldo a pris une balle dans la jambe qui lui a brisé la jambe. Et quand j'ai été lui rendre visite 48 heures après chez lui, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour aller à l'hôpital, très rapidement, il m'a confié avoir pardonné à celui qui lui avait tiré dessus. Et c'est vrai que moi j'avais été envoyé en disant que j'allais servir, j'allais apporter plein de choses à ces gens pauvres, etc. Mais là aussi, la leçon de vie que Arnaldo m'a donnée a été d'une grande aide dans la suite de mes choix, puisque Arnaldo, qui savait à peine lire, à peine écrire, qui lui aussi vivait dans une baraque toute petite avec ses 4 filles, qu'il avait du mal à élever parce qu'il n'avait pas de pognon, eh bien la
première réaction, c'est se dire, en fait, je suis prêt à pardonner à ce gars-là et à aller de l'avant. Et c'est sûr que quand on est rentré en France pour ensuite reprendre notre vie, moi j'ai repris un boulot d'avocat, mais très vite on nous a proposé de lancer donc la deuxième maison de l'association Lazare à Nantes. C'était encore une idée de Béa puisque c'est à elle qu'on l'a proposé. Pour le coup, on s'est dit c'est peut-être là où on doit aller. Donc on s'est engagé bénévolement au sein de cette association et je travaillais dans un cabinet d'avocats et dans un deuxième temps, l'association cherchait quelqu'un pour l'aider à se développer et se structurer. Et donc j'ai rejoint l'association comme salarié et comme son délégué général depuis un peu plus de 4 ans maintenant. D'accord, sacré parcours. C'est hyper émouvant de t'écouter raconter toute cette histoire et tout. Ça va être compliqué pour moi de rebondir là. Ok, donc tu arrives à Nantes à ce moment-là, donc avec Béa, tes enfants. Donc c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré Fred. C'était donc en 2000. En 2016, on accueille un personnage mythique qui s'appelle Fredo, dit le marin, qui était un gars qui était à la rue. Et donc on était famille responsable avec Béa de la maison de Nantes. Et la table était souvent ouverte, est souvent ouverte au sein de Lazare. Et donc Fredo avait invité son pote de galère, Fred, qui vient passer le nouvel an avec nous. Assez vite, on s'entend très bien avec Fred. Et du coup, Fred se présentait comme ayant un logement, ayant galéré, mais ayant un logement aujourd'hui. Et puis voilà, l'amitié se tisse. Et à un moment, quand on décide de lancer le projet Hiver Solidaire, donc qu'a expliqué Fred, qui est d'accueillir. En gros, l'idée, c'est il y a des locaux vides la nuit et il y a des gens qui sont à la rue la nuit. Du coup, comment faire matcher les deux, c'est-à-dire mettre les gens qui sont à la rue dans les locaux vides la nuit, en l'occurrence les locaux d'une paroisse. Et très vite, je me suis dit, en fait, c'est super de faire ça, mais pour avoir la sensibilité des gens qui ont connu la rue, même si on a une certaine proximité, quoi de mieux que d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a connu la galère. Et du coup, l'amitié que j'avais avec Fred a fait que je me suis tourné naturellement vers lui en disant, viens avec nous, fais partie de l'équipe, toi qui as cette expérience, tu pourras nous aider à être le plus au service des gens qu'on accueillera. Et puis, un soir, après avoir accompagné Fred après une réunion d'hiver solidaire et le déposant devant ce que je croyais être son chez lui, j'avais eu des petits échos que c'était peut-être pas forcément son chez lui et une forte intuition que c'était pas son chez lui. Et donc j'ai fait demi-tour et je t'ai vu ne pas rentrer dans l'immeuble. Et du coup, le lendemain... Non, le lendemain, je suis passé à Lazare et en fait, il y avait... par rapport à Hiver Solidaire, il partait en week-end avec Lazare, les responsables. Et en fait, il était au téléphone, il est devant Lazare avec sa voiture. Et il m'a fait attends, il faut que je te parle et tout, machin, entre deux conversations, comme on dit. Et puis au moment où il a lâché son téléphone, il m'a un peu tiré l'oreille comme faisait mon père. Et il m'a dit, je savais pas, t'aurais pu me dire que t'étais sans domicile, machin et tout. Et je lui ai dit, c'est ma vie, je veux bien aider les autres, mais moi je m'en fous, moi je peux rester sous un pont, quoi. Et puis finalement, il m'a intégré à cette aventure. Du coup, de l'équipe, je suis passé à l'intérieur. J'étais un peu, pas une transition, mais un mec un peu piston pour aider les autres et puis pour faire la transition avec les gars de l'équipe, peut-être, un truc, avoir plus facilité de dialogue et tout, en sachant que j'avais fait partie du bureau, comme on dit vulgairement, de la préparation et du montage de cette association. Fred, je t'ai pas demandé, tu es arrivé quand à Nantes ? Je suis arrivé en juillet 2001. Ça fait un peu plus de 21 ans que je suis ici. D'accord. Je suis arrivé par le travail de l'époque. J'étais marchandiseur, donc j'avais changé de région. Je suis arrivé ici, c'était pour 3 ans. Et 21 ans après, malgré tous les aléas de parcours, tous les accidents, toutes les bosses qu'il y a eu. Aujourd'hui, comme a dit Loïc, je dis pardon à tout le monde. Et puis je suis reparti sur un autre système, quoi, enfin une autre route. Mais c'est grâce à ces gens-là qui m'ont entouré, qui m'ont donné cette force. Et comme je dis, je vais en parler vite fait, mais dans le titre de mon livre, ça s'appelle L'envie d'être en vie, résurrection d'un SDF. Et voilà. Donc tu as écrit un livre voilà, oui, sur mon histoire. Publié, édité, qui a été publié, édité et qui est sorti il y a 2 mois. Ok. Je mettrai la référence du coup, de ton livre. Ouais.
Du coup, justement, on va s'intéresser après ces beaux parcours de vie. On va s'intéresser du coup à l'association pour laquelle vous témoignez aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de l'association, tu parlais notamment de famille, je reviendrai là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu toute l'histoire depuis l'origine de cette association ? Ouais, en fait, en 2006, deux gars qui s'appellent Étienne et Martin avaient le désir de faire quelque chose pour les gars de la rue, et de leur rencontre naît l'idée non pas de faire quelque chose, mais de vivre avec des personnes en galère. Et du coup, ils s'installent, on leur prête un appart, et ils s'installent avec Karim, Rabat et Yves, trois gars qui étaient à la rue. Et assez rapidement, en fait, ils se rendent compte que, évidemment, pour Karim, Rabat et Yves, se vivre ensemble était bénéfique, puisque au-delà d'un toit, ces gars-là avaient aussi des relations d'amitié stables, stabilisées, etc. Donc c'était un chemin de reconstruction pour eux. Et parallèlement, et ce qu'ils avaient peut-être un peu moins anticipé, Étienne et Martin, c'est à quel point eux-mêmes ça allait les transformer. Et du coup, ils se sont dit, on a un peu un trésor entre les mains. Et alors après, il y a deux manières de gérer les trésors. Il y a la manière un peu Picsou, j'enferme, je mets des gardes et personne ne s'en approche, ou alors je le partage. Et donc ils ont opté pour le partage. Et donc une première asso s'est créée à Paris qui s'appelle l'Association pour l'Amitié, qui développe ses colocations solidaires à Paris. Aujourd'hui, ils sont à peu près 250. Et une deuxième asso se crée en 2011 pour développer le projet en province et à l'étranger. Et donc aujourd'hui, Lazare, c'est 12 maisons en France et une dizaine en projet, avec aujourd'hui 250 personnes qui vivent cette forme de colocation solidaire. Et on a aussi déployé le projet en Europe, puisque c'est ouvert à Bruxelles, à Genève, à Madrid, à Barcelone très bientôt. On a créé l'association Lazare UK, et on a aussi passé l'océan Atlantique, j'allais dire, avec l'ouverture d'une maison aussi à Mexico. Okay. Donc en fait un projet vraiment très simple, qui permet un déploiement assez facile aussi à l'étranger. Et l'ambition, c'est justement de continuer à développer cette association à l'international, ou s'aimer partout Ouais, l'ambition, c'est qu'on voit que ça marche. On voit que, de fait, des personnes qui ont connu la galère de la rue peuvent... En fait, en France, mais même à l'étranger, les personnes qui sont à la rue... elles crèvent surtout de manque de liens. Généralement, elles peuvent trouver à bouffer, elles peuvent trouver un hébergement de temps en temps, mais ce qui est le plus dur à porter, c'est le manque de liens. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de Lazare, c'est de susciter des rencontres qui vont aller jusqu'à l'amitié pour reconstruire les gens. C'est vraiment ce triptyque rencontre, amitié, reconstruction qui est le socle de Lazare. Et ça, on peut le déployer partout. Et donc, pour l'étranger, en fait, on ne fait que répondre à des demandes locales. Quand des gens nous saisissent dans un pays en disant, là, par exemple, il y a un gars qui vit à Prague, un Tchèque, qui veut développer Lazare à Prague. Et donc, il est venu. Donc, il va porter toute une étude de terrain jusqu'à voir si on décide d'ouvrir le projet là-bas. Donc, on répond à des demandes. Et en France, par contre, on a plutôt une stratégie de déploiement... avec des villes cibles qui sont principalement les grandes métropoles françaises, les 20 plus grandes villes françaises. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Qui est-ce qui peut rentrer aujourd'hui dans l'association ? Enfin, qui est-ce qui peut rentrer dans les colocs, Lazare ? Dans les colocs, vous avez des jeunes actifs, des jeunes pros, qui ont, eux, ils ont un appartement, ils ont tout ça, ils décident de s'engager pour aider les autres et avoir un autre regard aussi sur cette société qui est un peu en contrebas. Donc il y a des jeunes actifs, il y a une famille responsable de maison, et dans chaque coloc, il y a un responsable de coloc, un responsable pôle finance, pour les repas, pour les courses. Et en fait, qui décide, qui rentre, il y a des gens qui sont dans la galère, qui décident de venir, qui entendent parler de Lazare, il y a des règles à respecter, pas d'alcool, pas de violence, pas de drogue. Les trois principales, il y en a deux qui sont un peu dures pour les gars de la rue, c'est la drogue et puis l'alcool, puisque c'est un peu dur pour certains de s'en défaire, quoi. Mais ils sont des fonds avec l'aide de l'association, ou ils viennent ? Oui, alors il y a il y a 1 an et demi, 2 ans, vous avez il y a des patients experts qui existent par rapport à Lazare, des gens qui ont connu cette histoire que ce soit la drogue, l'alcool, l'addiction de tous ces produits-là, qui aident les personnes les plus en difficulté dans les différentes maisons.
c'est un plus parce que si on prend Fredo dont on parlait tout à l'heure, il a vécu 30 ans sous l'alcool, il a fait une cure, bon il a eu des moments un peu plus durs, mais il s'en est sorti. Apparemment aujourd'hui ça va bien, je le vois de temps en temps, donc voilà, c'est des programmes qui marchent s'il y a la volonté de la personne de l'autre côté, quoi. Il faut que ce soit donnant, comme on dit. C'est pas on fait pas tout ça, on se dépense pas pour rien avoir au bout, quoi. Si la personne veut vraiment s'engager dans un parcours pour s'en sortir, si elle est sous le coup de l'alcool par exemple ou des drogues, si ça marche, c'est une fierté, que ce soit pour l'association, que ce soit pour le patient expert, même pour les responsables de maison et tout, c'est dire. Et pour elle, oui, surtout c'est quelque chose, après il voit les choses autrement, quoi. Donc il peut se reconstruire plus facilement derrière, quoi. Donc il y a ces responsables de colloques et en fait, comme je vous disais, c'est les gens qui sont en galère par l'intermédiaire de X ou Y personnes qui connaissent Lazare, sont guidés vers ces maisons pour pouvoir parler avec les responsables de maison et les responsables de colloques par rapport au fait de rentrer dans cette maison et de s'engager aussi aux côtés des autres colocs. Et puis il y a une autre possibilité aussi, c'est que tous les mois ici à Nantes, tous les premiers dimanches du mois, on a le déjeuner de l'amitié. Donc c'est un déjeuner porte ouverte, tout le monde peut venir, il y a des familles qui viennent, il y a des gens de la rue. Alors c'est principalement pour les gars de la rue, parce que voilà, c'est pour qu'ils aient à manger début du mois. C'est pas facile quand on n'a pas le RSA, qu'il n'y a plus rien dans la poche. Donc ils viennent et puis ça leur permet de rencontrer et des familles extérieures et aussi des colocs et la famille responsable de la maison, puisque en général ils sont là pour le repas. Donc ça permet d'avoir un premier contact et de pouvoir dialoguer et parler peut-être d'un futur différent de ce qu'ils ont actuellement, quoi. Donc chaque coloc peut accueillir combien de personnes en fait? Alors ici à Nantes, dans la maison rue du Refuge, il y a 3 colocations. Une colocation de femmes de 8 femmes, donc 4 jeunes pros, c'est 50-50 en général. Okay. 50% de jeunes actifs, 50% de personnes qui ont connu la galère, qui veulent s'en sortir. Donc il y a une coloc de 8 femmes, une coloc de 9 hommes et une coloc de 6 hommes. Il y a 7 studios, enfin 6 maintenant, 6 studios de ce que j'appelais des studios d'envol, mais des studios indépendants. 6 personnes, alors là c'est pareil, c'est sur le même principe, il y a une personne, enfin il y a des jeunes actifs qui ont des studios. Une personne est responsable de toute cette partie studio. Et il y a des personnes comme moi qui étaient en galère, qui étaient passées en studio parce que j'avais mon parcours. Voilà. Donc j'ai vécu en studio, j'ai vécu les deux facettes de la colocation à Lazare. Donc voilà, il y a des responsables à chaque fois, il y a des gens qui vous informent sur les choses qui sont prévues par Lazare, par les week-ends qu'on fait avec la maison, avec les anniversaires. Voilà, il y a plein de choses qui redonnent l'envie du contact, l'envie de vivre des choses différemment et puis de prendre conscience que les gens qui vous entourent n'ont pas un regard méfiant. Au contraire, ils arrivent là, les jeunes pros, en disant, en général, on va dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait d'autres associations avant, des associations un peu comme Loïc a fait, c'est-à-dire avec des personnes un peu handicapées, avec des lourdes charges physiques, voilà, des gros problèmes. Et quand elles s'engagent à Lazare, elles ont déjà un regard un peu différent, quoi. Donc il y a la bienveillance, il y a le dialogue, il y a les sourires, il y a les bonjours. Je vous jure, quand vous êtes dans la rue assis et que vous n'en avez pas pendant la journée et que vous passez à Lazare, vous en avez 10 ou 15 d'un coup, là ça vous remonte le moral pour 10 jours, 8-10 jours, le temps de revenir après. Non mais voilà, c'est ce côté-là, quoi. Donc il y a ces jeunes actifs, ces colocs, et puis il y a du coup des familles, comme toi tu en as fait partie, Loïc. Quel est le rôle du coup de ces familles? Comment est-ce que ça se passe comment se passe en fait le quotidien dans les colocs, toute cette cohabitation? En fait, avant de répondre à la question, j'ai juste envie d'expliquer pourquoi il y a des familles. Ouais. C'est que on se rend compte que malheureusement, beaucoup, je crois qu'on est plus de 90% des gens qui ont connu la rue ont connu à un moment dans leur vie une rupture familiale, soit à l'enfance, soit à l'âge adulte. Et cette blessure marque à vie. Et la présence d'une famille à Lazare permet de réconcilier les gens avec leur famille. Et je crois que mon petit camarade sait de quoi je parle. Avec plusieurs personnes qui, quand vous leur demandez pour vous Lazare, en un mot c'est quoi, ils répondent c'est une famille.
et la présence d'une famille et d'un couple avec des enfants au cœur de chacune de ces maisons permet justement de mettre cette notion vraiment très forte au cœur du dispositif et de faire en sorte que Lazare ne soit pas un centre d'hébergement ou un foyer comme les autres, mais vraiment un lieu dans lequel les gens peuvent se reconstruire durablement. Et donc le rôle de la famille, c'est déjà d'être là. Je me rappelle moi d'un gars il avait 27 ans, il avait connu la rue, la prison, il s'est posé à Lazare et puis quelques temps après il a retrouvé un boulot, un logement, puis au moment de partir de Lazare il vient me voir et il me dit plus tard Loïc, j'aimerais être comme toi. Alors je lui réponds un peu en le charriant, bref, je comprends, tout le monde aimerait être comme moi, et il me dit non t'es con, c'est pas ça. Il me dit en fait plus tard j'aimerais être père de famille. Et c'est vrai que voilà, quand on est responsable d'une maison Lazare, on fait beaucoup de choses pour les gens. On les accueille, on fait en sorte qu'ils rencontrent les bonnes personnes, le travailleur social, les patients experts. Bref, des choses qui contribuent. On fait beaucoup de choses qui contribuent à la réinsertion des gens. Mais ce que Andy avait relevé, c'est pas du tout ce que j'avais fait pour lui, mais ce que j'étais. Pas que j'étais quelqu'un d'extraordinaire, un modèle ou quoi que ce soit, mais ce que je représentais, c'est-à-dire père de famille. Et ça, c'est assez chouette déjà, ça permet de remettre aussi les pendules à l'heure. On n'est pas des super-héros, mais ce qui est important, c'est d'être ce que l'on est, et que c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir déjà nous-mêmes être alignés avec ce qu'on souhaite être et qu'on peut rayonner, et pourquoi pas mettre le faux monde derrière. Et du coup, cette notion de présence familiale, elle est d'abord et avant tout là pour être une présence au cœur de la maison. Et après, on fait aussi beaucoup de choses. Donc, c'est les entretiens de recrutement, c'est impulser une dynamique dans la maison, c'est malheureusement ou heureusement, mais c'est incarner l'autorité, le respect des règles, parce qu'on en parle avec beaucoup d'envie et de joie avec Fred, parce qu'on aime Lazare, mais voilà, c'est pas non plus rose tous les jours. C'est parfois très compliqué, c'est parfois violent, c'est parfois déroutant, c'est parfois agaçant. J'ai coutume de dire que les sentiments à Lazare sont souvent très exacerbés. Les joies sont très grandes et profondes, et les difficultés sont très grandes et profondes. Mais pour finir sur ce thème de la famille, peut-être j'aimerais laisser Fred raconter comment Lazare a bousculé sa vie, notamment dans le retour avec le contact familial. Oui, alors j'étais à Lazare depuis septembre 2019, et en 2020 on a connu le confinement. Entre septembre 2019 et février 2020, c'est là que ça a commencé. En fait, j'étais un peu l'image, j'avais prêté mon image à Lazare, donc j'ai fait quelques vidéos, je suis passé au journal de France 2 et tout, en disant à tout le monde tant mieux, ma famille elle regarde pas France 2, elle regarde que TF1. Bon, une heure après, j'avais 70 messages sur mon portable en disant t'as vu, tu vas bien, machin. Bon, j'ai repris contact via les messages, via les réseaux sociaux avec une bonne partie de ma famille, dont mes parents, ma mère surtout, qui avait le téléphone bien accroché à la main et qui sait très bien s'en servir. Et donc, en fait, début janvier 2020, j'ai appris que j'allais être grand-oncle pour le mois de mai, de ma deuxième nièce, la deuxième fille de ma sœur. Et en fait, il y a eu le confinement, donc j'ai envoyé régulièrement des messages à ma sœur, à ma nièce, pour savoir si tout allait bien, etc. On est sorti du confinement, et 15 jours après, elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Noé. Et quand ce bébé est né, j'ai vu la première photo, et j'ai eu un déclic dans ma tête, et je me suis dit, il faut que j'en parle à tout le monde. Alors j'en ai parlé d'abord à mon responsable de coloc, à mes colocs. Je leur ai dit, voilà, après quelques années d'absence, 14 ans, j'ai envie de retourner voir ma famille. La naissance de bébé avait fait comme un déclic, quoi. Quand il parle, Loïc, de cette histoire de présence de famille, des enfants et tout, en fait, j'ai fait comme un transfert. Et je me suis dit, voilà, j'ai une famille à côté, pas loin de chez moi, ici, à Lazare, avec qui je joue avec les enfants, je m'amuse avec eux et tout. Et là, dans ma propre famille, grâce à cet enfant, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen de vraiment reprendre contact, quoi. Donc je suis allé voir, à l'époque c'était Domitil et Timothée Barre qui étaient responsables de Lazare ici. Donc je suis allé les voir aussi, je suis allé voir Domitil surtout.
Et je leur ai parlé. Alors j'ai eu des réponses, on va dire comme un sondage, à 80%, c'était ouais, c'est une très grande idée, c'est une très chouette idée, mais t'attends pas un retour en fanfare, quoi. Tu auras peut-être des réflexions, tu auras peut-être des remarques, tu auras peut-être des choses voilà, qui vont se passer. Et en fait, au mois de juillet 2020, je suis redescendu juste avant le 14 juillet, histoire de dire, tiens, s'il y a un feu d'artifice, autant que ce soit le plus beau, quoi. Et je suis redescendu dans la Creuse voir ma famille. Donc Loïc a tenu à m'emmener au Blablacar qui m'emmenait vers la Creuse, vers la Haute-Vienne chez ma sœur, et puis après j'ai revu mes parents. Et donc 14 ans après, grâce à Lazare, grâce à toute cette force qu'il m'avait donnée, déjà cette bonne partie de force et d'envie que j'avais au fond de moi, et grâce à cette famille et les enfants, j'ai repris contact avec ma famille après 14 ans d'absence. Alors, je ne veux pas dévoiler tout mon livre, mais dans mon livre, je le dis, j'ai bien fait, puisque, voilà, avec ce virus, il y a eu des vaccins. Bon, je veux pas accuser qui que ce soit, mais mon père a eu des très gros problèmes de santé, et en début d'année, le 17 janvier 2022, il est décédé. Donc, quand je suis descendu pour lui dire au revoir une dernière fois, et j'ai dit à ma mère et à mon oncle surtout, je lui ai dit, tout ce temps perdu, c'est énorme, je me sens pas légitime de lui dire au revoir alors que je l'ai à peine revu. Je me sentais mal à l'aise, quoi, au fond. Et tout le monde m'a répondu, même ici à Lazare, les colocs me l'ont dit, ils m'ont dit, mais t'as fait un geste énorme, c'est que t'es revenu le voir, donc tu l'as vu avant qu'il parte. Donc ça, garde-le au fond de toi et serre-toi-en pour continuer à te battre, et en hommage à lui, fais-toi plaisir, mais fais-lui plaisir aussi, quoi. Donc voilà, depuis, je me bats, j'ai mon boulot, je suis à fond dans le boulot 3 jours par semaine. S'il y a besoin de moi à droite à gauche, j'essaie d'être présent. C'est beaucoup de choses à faire. J'ai 55 ans. Je suis plus tout jeune, quoi. Tu continues de revoir ta famille depuis ? Oui. J'imagine que pour toi, Loïc, c'est quand même une sacrée fierté d'avoir accompagné Fred dans tout ce chemin, dans tout ce parcours. J'imagine que... Non, c'est pas une fierté. Je suis hyper heureux pour Fred, mais c'est pas une fierté. C'est la réussite d'un homme. J'ai envie de dire que c'est pas fini, qu'il faut s'accrocher et que la vie nous montre que parfois, on tombe, on se relève, mais qu'il faut être vigilant. Non, j'en tire pas du tout une fierté personnelle, plus une joie. Et si on reste justement sur ce sujet de la famille, donc du coup tu as embarqué toute ta famille dans ce projet, comment est-ce que tes enfants, ta femme, comment vous, en tant que famille, vous avez vécu cette expérience-là ? Comme je l'ai dit un peu depuis le début, Béa a toujours été hyper moteur là-dedans, donc elle a de fait super bien vécu, et puis c'est de sa faute, donc faut qu'elle assume. Même si nous aussi, il y a eu des moments, on raconte aussi des condensés de vie, dans un podcast comme le tien, mais il y a un truc que je veux rajouter après, mais donc oui, elle a plutôt super bien vécu les choses. Nos enfants, ils étaient petits, et en même temps c'est chouette parce que je pense qu'on leur a donné et qu'on essaye toujours aujourd'hui de leur donner une attention particulière à ceux qui peuvent être laissés au bord du chemin. Après, ça reste des enfants, mais je trouve qu'ils ont quand même une petite attention, notamment quand ils voient des gens dans la rue. En gros, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous, quoi, pourquoi ils sont pas à Lazare. Dernièrement, on a été assez marqués parce qu'il y a une femme qui se faisait appeler Nathalie, qui vivait pas très loin de chez nous, dans le quartier de Sainte-Thérèse, qui est décédée. Et les enfants passaient régulièrement devant elle. Et beaucoup de gens ont déposé des fleurs, des petits mots à l'endroit où elle était tout le temps. Et c'est vrai que les enfants étaient attachés à cette présence, à cette femme. Ils m'ont posé beaucoup de questions quand elle était décédée, comment elle allait être enterrée, qui serait présent. Ils étaient assez interpellés, et plusieurs fois ils me demandaient pourquoi elle n'était pas à Lazare, et même après son décès, en disant mais tu crois que si elle avait été à Lazare elle serait pas morte, etc. Donc une attention, mais ça reste des enfants tout à fait comme les autres. Mais j'espère que s'il devait leur rester une chose dans leur vie d'adulte, c'est ça. Ouais. Et la chose que je voulais rajouter, c'est aussi le fait que, dans un moment comme on passe avec toi, et dont je te remercie
parce que ça met aussi en lumière ce message qu'on veut transmettre, et je suis content de le transmettre avec Fred, de poser notre regard sur les gens sur lesquels les regards ne sont jamais posés. Merci de ce rayonnement que tu nous offres. Et le message que je veux faire passer aussi, c'est que en racontant ces tranches de vie, mais même en entendant celle de Fred, c'est de dire que tout ne s'est pas fait en espèce d'un énorme grand pas entre le moment où le jeune étudiant rencontre le jeune handicapé et aujourd'hui le directeur de Lazare qui a fait plein de choses, en passant par les favelas. On peut se dire, et parfois on nous fait ce retour, waouh, c'est incroyable, etc. Mais en fait, c'est facile parce que ça nous rend heureux, premièrement, et deuxièmement, c'est pas un grand pas qui a été fait, parce que ce grand pas, on aurait été incapable de le faire. C'est une succession de petits pas, de petits oui, de petits renoncements qui ont fait la succession des choses qui fait qu'aujourd'hui, on est là avec Fred à parler de nos vies croisées. Quand j'entends Fred, c'est pareil. On raconte un peu dans ces moments-là des moments un peu phares de notre vie, mais en fait, ce n'est qu'un condensé. Et en tout cas, j'ai envie d'inviter les gens qui nous écoutent et qui se disent moi, j'ai envie de faire quelque chose, à se dire que il faut vivre toutes les rencontres qui nous sont offertes, parce que c'est celles-ci qui nous font faire des petits pas de côté, des petits pas en avant, parfois des petits pas en arrière, et qui vont constituer notre vie et en faire une aventure. Et surtout pas se dire non, mais moi jamais je pourrais aller dans une favela ou vivre avec des personnes qui ont connu la rue. En fait, le sujet il n'est pas là. C'est qu'est-ce que moi je suis en capacité de faire, et quelles sont les rencontres qui me sont données de vivre, et comment je les vis, et comment j'en fais quelque chose de transformant pour ma vie. Et je trouve, j'avais à cœur de dire ça. C'est pas toujours évident, je pense, pour nous tous, justement d'aborder toutes ces problématiques-là, de passer du temps avec des gens de la rue, d'avoir un contact assez facile, assez naturel. Je pense que c'est pas inné, pas toujours en tout cas. Comment est-ce qu'on peut se laisser toucher par ça ? Comment est-ce qu'on peut acquérir ce naturel Encore une fois, trois petites anecdotes qui me viennent. La première, c'est un super mec qui s'appelle Jean-Marc Potvin, qui a lancé une super asso qui s'appelle Entourage. Et il raconte très bien le déclic qui lui a permis de lancer cet asso Entourage qui aide les personnes en galère. Il allait bosser à la Défense, il voit un gars qui faisait la manche, et puis il se dit tiens, je vais lui acheter un sandwich. Il lui achète un sandwich et il lui file le sandwich, et là le gars lève son sac et il y avait 10 sandwichs. Et le gars lui dit en fait, la prochaine fois, demande-moi ce dont j'ai besoin. Et c'est vrai que parfois on ne sait pas du tout comment se positionner par rapport aux personnes qui sont dans la rue. On est mal à l'aise, on est gêné en fait par cette fragilité qui nous saute aux yeux, qui nous fait mal, qui nous interpelle. Et là, le deuxième témoignage que j'ai envie de donner, c'est celui de Toum Toum, on était dans une école ensemble, et les élèves posent des questions, et la première question sur laquelle on tombe avec Toum Toum, c'est Toum Toum, quel était ton meilleur moment dans la rue ? Et moi je me dis putain, mais quelle question con, franchement, ton meilleur moment dans la rue, c'est chaud quoi. Et elle dit si, je vais leur répondre. En fait, elle leur raconte qu'une fois elle faisait la manche et qu'il y a un jeune homme qui est passé, l'histoire dit qu'il était beau et qu'il venait de réussir Sciences Po, et elle lui demande de l'argent, et il dit j'ai pas d'argent mais j'ai une demi-heure. Et il s'est posé à côté d'elle. Au bout d'une demi-heure, elle lui a dit vas-y, va prendre ton train. Le gars est parti, elle connaît même pas son prénom. Mais elle dit aux enfants, vous savez, ce moment-là, c'était mon meilleur moment dans la rue. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous êtes comme du mobilier urbain, vous êtes comme un panneau publicitaire, un abribus, une poubelle. Et dit, moi, j'étais pire qu'une poubelle, parce que les poubelles, les gens la cherchent pour mettre quelque chose. Moi, personne ne me cherchait. Et ce gars-là m'avait redonné ma dignité en s'asseyant avec moi. Et du coup, oui, on va peut-être pas tous vivre avec des personnes qui ont connu la rue, mais on peut tous prendre le temps de s'arrêter, d'échanger un regard, un sourire, un bonjour, un merci, est-ce que je peux t'offrir quelque chose, est-ce qu'on peut discuter, enfin bref, entrer en relation. Et c'est sûr que c'est pas agréable de sortir de sa zone de confort, et il y a des caractères qui sont plus ou moins à l'aise, mais en fait je pense que pour tout le monde, faire le jeu d'aller voir une personne dans la rue, même une personne qui fait pas la manche, et lui dire bonjour, comment ça va, en fait c'est très dur, mais je crois que ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort, parce que ça peut illuminer et offrir le meilleur moment dans la rue de quelqu'un, et ça c'est quand même un super beau cadeau. Ça peut illuminer la journée des personnes qui sont dans la rue, et et vraiment ça c'est les petits pas dont je parlais tout à l'heure. En fait, le fait de faire ce pas de côté peut aussi révolutionner notre propre vie par ces rencontres. Donc je crois que ça vaut vraiment le coup. Et toi Fred, t'as peut-être un autre... Non,
T'as résumé. Moi, j'allais vous dire, voilà, moi qui ai vécu dans la rue, comme je dis souvent dans mes témoignages, des fois dans la rue, un lundi, c'est, on va dire, 200 personnes qui vous passent devant. Quelques-unes vous regardent, d'autres vous sourient, d'autres vous disent bonjour de loin, d'autres vous tendent une pièce, un petit billet, un petit truc, ou un café, ou des choses comme ça. Mais comme le disait Loïc, c'est faire ces petits pas de côté, c'est le premier pas à faire, c'est regarder la personne, lui sourire, lui dire bonjour un peu plus tard, parce que si on le voit régulièrement, et puis après oser franchir cette fausse barrière qui existe entre nous. C'est qu'un gars assis par terre ou une fille assise par terre, et vous êtes debout. Donc il n'y a pas l'égalité, alors asseyez-vous par terre, mettez-vous à égalité, et puis vous verrez, vous comprendrez ce que c'est que d'être assis par terre déjà. C'est pas... Faut mieux être assis sur son sac que sur le béton, quoi. Ça fait moins mal au derrière, comme on dit. Et puis ça vous permettra aussi d'aborder les choses autrement après, quoi, parce que de ça, d'un engagement, enfin d'un dialogue qui commence, et ben vous allez peut-être avoir une grande amitié qui va naître, et après ce sera une personne régulière que vous irez voir, et ce sera pas forcément lui donner de l'argent ou lui acheter, prendre juste un café avec elle, lui offrir un café, discuter une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, comme vous voulez, avant d'aller bosser, ou en rentrant de bosser. Ça fait du bien aussi, ça irait la tête, hein. C'est pas juste en sortant du bureau et puis en allant prendre son tramway qu'on s'aère la tête. Donc il y a d'autres moyens, celui-là peut en être un, quoi. Voilà. Et tant qu'on est dans les souvenirs, je me demandais voilà, si vous aviez un souvenir fort que vous aviez envie de nous raconter. Peut-être, toi tu nous as raconté tes retrouvailles avec ta famille. Est-ce qu'il y en a d'autres, un souvenir fort que vous souhaitez nous partager? Bon, on peut pas finir sans parler de Jean-Claude. Mais on a déjà assez eu la larme à l'œil tous les deux là depuis le début. Jean-Claude, c'est un de nos amis communs avec Fred qui démarre mal dans la vie, hein, C'était un grand frère, hein, le frère issu de quelque chose de terrible, mais avec qui j'avais des rapports, vraiment fraternels. Et quand on se parlait, quand je suis rentré coloc ici, il m'a dit tu vas prendre un studio, parce que comme ça on sera ensemble, machin. Je lui ai dit mais même si je suis en coloc, je serai dans la maison, donc tu me verras. Voilà, c'était le gars qui avait vraiment un cœur gros comme ça, comme on dit vulgairement dans les films, quoi. À l'intérieur, il y avait beaucoup de place pour les gens, quoi. À tel point que le moment fort dont parle Fred, c'est qu'on est parti marcher avec un groupe de pères de famille, avec Jean-Claude. Et donc voilà, c'est un moment qui nous avait tous rapprochés. Et quelques années après, un gars d'un autre groupe vient voir le groupe de Nantes et dit il y a quelques années, un gars m'avait filé ses chaussures. Et parce que ce gars-là avait pété ses chaussures. Et en fait, c'était Jean-Claude qui, voyant que le gars avait pété ses chaussures, naturellement était resté avec ses claquettes et avait filé ses chaussures au gars pour que le gars puisse marcher. Et Jean-Claude avait marché en claquettes. Donc effectivement, un mec avait le cœur sur la main, qui pourtant est parti très mal dans la vie. Enfant battu, enfant placé, rebattu, petite connerie, grosse connerie, 20 ans de prison, 10 ans de rue. Et puis il découvre les joies de la coloc solidaire. Et ce gars que rien ne prédestinait à ça devient une espèce de catalyseur d'amour de dingue, avec des gens qui personne n'était insensible au charme si particulier de Jean-Claude et à sa gouaille de Titi Parigot. Et Jean-Claude a déclaré un cancer du poumon en 2020. Et du coup, les gens se relaient à l'hôpital pour lui rendre visite. Et on avait même organisé un doodle avec des appels de Jean-Claude les jours où il n'y avait personne, nous engueulant. Enfin voilà, un personnage. Et quand les médecins nous annoncent la fin que c'était un peu la fin, les colocs se sont relayés pour être à son chevet. Et c'était assez chouette parce que là où la main de Lazare restait dans la main de Jean-Claude, les mains des colocs se succédaient. Et Jean-Claude décède. Et ce gars qui aurait dû sur le papier mourir seul sur un trottoir se retrouve enterré dans l'église Sainte-Croix à Nantes. Il y avait 200 personnes, il y avait 5 prêtres, enfin, c'était un enterrement incroyable. Et quand on sort de l'église avec Fred, on portait le cercueil et là une dame dit ah là, ça devait être un grand homme. Et en fait Jean-Claude c'était un grand homme qui avait su réunir autour de lui des gens et faire en sorte que sa vie ait du sens par l'amour qu'il donnait et que les autres lui donnaient.
je crois que c'est un de nos souvenirs forts communs en tout cas. D'accord, merci pour ce témoignage. Voilà, on continue du coup sans Fred. Avec toi, du coup, Loïc. Je voulais te faire parler un peu de la communication de ton association, parce qu'en fait, vous faites régulièrement l'actu dans les médias, pas forcément là où vous êtes. Et il y a 2 initiatives sur lesquelles j'aimerais bien te faire parler. Donc, l'initiative la plus récente, c'est bien entendu le bateau skippé par Tanguy Le Turquet lors du Vendée Globe, là, qui est arrivé, le bateau aux couleurs de l'association Lazare. Je voulais que tu nous en parles un petit peu en 2 mots. Comment est-ce que cette idée vous est venue, quel objectif, et comment est-ce que tout ça s'est passé, quoi. Ouais. Donc le projet bateau en fait c'est né du fait que Lazare c'est une association qui vit aussi grâce aux dons, même si on a un modèle économique qui tend vers l'autofinancement. On a besoin pour amorcer nos maisons, en gros pour financer les travaux de dons. Et depuis longtemps je me dis que et j'aime beaucoup le sport en général, et je me dis que le sport business a fait son temps. Et que notamment avec l'espèce de lame de fond de sens qui pousse un peu partout dans les entreprises, quand on voit à juste titre les gens qui s'indignent d'une Coupe du Monde au Qatar avec la construction de 10 stades, avec des trucs climatisés, on se dit mais c'est parfois un peu lunaire. J'avais à cœur d'essayer d'intégrer ou de faire devenir des sportifs parrains de notre association pour qu'ils puissent véhiculer ce message du vivre ensemble qu'on porte, et puis 2, qu'ils puissent nous aider à collecter des fonds pour notre projet. Et la voile a toujours été un peu précurseur, notamment avec le bateau Initiative Cœur qui aide les enfants qui souffrent de maladies cardiaques. Et je me suis dit que dans le monde de la voile, celle qui représentait le plus cette communication un peu décalée qu'on porte, c'était Clarisse Kramer, donc qui skippait Banque Populaire sur le dernier Vendée Globe. Et donc j'ai réussi à dégoter le numéro de Clarisse, je l'ai appelée et je lui ai proposé de devenir un peu marraine de Lazare. Donc elle m'a proposé de venir à Lorient, j'y suis allé avec plusieurs colocs, dont Fred je crois. Et en fait à la fin du repas, Clarisse a dit mais c'est pas moi qui vais être votre marraine, mais c'est vous les colocs qui allez être les parrains de mon voyage. Et donc on a réussi à avoir un petit stickers Lazare à l'arrière de sa bande de communication. Elle a parlé de nous notamment en dédiant son caporne à tous les colocs. Et quand elle est arrivée, le jour de l'arrivée au Vendée Globe, on était sur des Zodiacs et on attendait dans le chenal des Sables d'Olonne pour aller la chercher. Et dans le bateau à côté, il y avait, dans le bateau Banque Pop, il y avait Tanguy, son mari, qu'on avait déjà rencontré aussi. Et en rigolant, j'ai interpellé Tanguy en disant dans 4 ans, ça sera toi, mais avec un bateau full Lazare. Et il m'a dit oui, on rigolait tous les deux. Sauf qu'il y a un peu moins d'1 an, Tanguy m'a appelé en disant ça y est, j'ai acheté un bateau, il sera Lazare, j'ai envie de porter vos couleurs. Et du coup, j'ai dit ok, banco. Et donc on a été chercher ensemble des sponsors. Donc évidemment, l'idée c'était pas de déshabiller nos maisons, c'est-à-dire de financer ce bateau avec de l'argent de l'association, mais on a été chercher des entreprises qui ont financé le projet voile, mais qui ont accepté, au lieu que ça soit leur nom en gros sur le bateau, que le nom soit et la visibilité soit offerte à Lazare. Et donc le projet s'est construit autour de ça avec j'allais dire 2 objectifs. Un premier très interne, c'est-à-dire de fédérer, continuer à fédérer l'association et toutes les personnes qui y vivent autour d'un projet commun, et derrière ce bateau, et il y a plein de liens à tisser autour de la solitude de la mer, même si elle est choisie, la solitude du marin, les galères qu'ils peuvent rencontrer, et la même chose pour les gars de la rue et les femmes de la rue. Et ça, c'est vraiment pari gagné, parce qu'on a une 60aine de colocs qui ont déjà navigué sur son bateau, qui ont été très touchés par Tanguy. Tanguy a lié des relations d'amitié avec beaucoup d'entre eux, et donc ils étaient tous à fond derrière Tanguy lors de la route du Rhum. Et puis le deuxième enjeu, c'était donc encore une fois de porter au loin ce message avec en gros souvent dans le monde de la grande précarité, le message de communication il est assez vindicatif ou culpabilisant. En gros, c'est dégueulasse qu'en 2022 il y a encore des gens à la rue, et c'est vrai. Mais nous, ce qu'on veut, c'est raconter des belles histoires, montrer qu'un Fred peut retrouver un boulot, qu'un Jean-Claude peut, malgré toutes ces galères dans la vie, être aimé jusqu'au bout. Enfin bref, montrer des belles histoires pour que les gens se disent non mais eux ils vivent avec, donc moi peut-être que je peux porter mon regard sur les personnes de la rue. Et du coup avoir un bateau qui est un peu le navire amiral qui porte ce message, qui dépasse les cercles habituels des réseaux sociaux de Lazare et qui ouvre
l'horizon de la communication était aussi l'objectif, et on voit que, en tout cas, la plupart des communications qui sont faites sur le sujet contribuent effectivement à faire passer ce message le plus largement possible. Super. Une autre initiative dont je voulais te parler, c'était le livre que tu as écrit, donc que vous avez écrit avec le pape, qui s'appelle Des pauvres papes du pape au monde, dans lequel vous dialoguez avec lui. Ça paraît assez incroyable d'avoir réussi à approcher le pape, d'avoir écrit tous ces témoignages avec lui. Comment est-ce que tout s'est passé ? Enfin, comment est-ce que tu as fait pour l'approcher ? C'est encore une histoire un peu étonnante. Pour les 10 ans de Lazare, on avait organisé un voyage à Rome en se disant voilà, on va faire un voyage à Rome, et puis on avait écrit au pape par les services officiels en disant on sera 200, il y aura plein de gens de la rue, est-ce que vous pourriez nous recevoir ? Et les services du Vatican nous avaient répondu oui, vous viendrez je sais plus, je crois que c'est 25 mai 2020. Début mars, confinement arrive, et là je me dis c'est mort, on n'ira pas à Rome. Et Pierre, qui bosse avec moi, me dit non mais attends, le pape n'a pas annulé, c'est pas à nous d'annuler, attendons. Bon, on attend, et puis arrive début mi-avril, je redis à l'équipe en visio, on va annuler ce voyage, on n'ira jamais à 200 à Rome. Et là, Victor, qui bosse avec moi, dit attends, ça fait 1 mois et demi qu'on fait tous des visios, pourquoi tu lui proposerais pas une visio ? Et je dis oui, bien sûr, on va proposer au pape une visio et il va accepter. Puis je leur dis écoutez, écrivez un courrier, on verra bien. En fait, on a écrit ce courrier, et de manière assez incroyable, on a reçu un mot manuscrit du pape. Dans le courrier, on disait on aura juste besoin de Wi-Fi, et on a écrit ce mot. Enfin, le pape nous a écrit en disant oui, bien sûr, venez, il y aura du Wi-Fi, et on va faire cette visio. Et donc on est parti à 8 de France au Vatican. C'était assez marrant parce que du coup on avait une convocation officielle d'un chef d'État qui nous a permis de passer les frontières dans des aéroports, comme vous pouvez le deviner, vides. Et on a débarqué là-bas, et toutes nos maisons étaient en visio, et chacune des maisons posait une question au pape et le pape répondait. On a passé 1h30 avec lui, et là on a vu à quel point le pape était heureux de cet échange en fait. Et du coup, une fois qu'on avait coupé la visio, au moment de partir, on lui a dit mais est-ce que vous voudriez pas qu'on aille plus loin ? Est-ce que vous voudriez pas qu'on collecte des questions de pauvres du monde entier pour voir quelle était leur clameur, quoi. On entend beaucoup les élites des pays dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais quel est le cri des pauvres, quoi ? C'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs questionnements ? Et du coup, il nous a dit oui, c'est une bonne idée, allez-y, essayez de collecter les questions et revenez et réécrivez-moi. Et donc on s'est appuyé sur un réseau d'une 15aine d'ONG dans le monde entier. On a collecté à peu près 2000 questions dans une centaine de pays. On en a gardé 100 et on lui a réécrit en disant ça y est, on est prêt. Et là, à nouveau, il nous a répondu manuscritement en disant super, venez. Et donc on a fait 3 entretiens avec lui qui ont duré entre 2 et 4 heures, où des personnes en galère qui étaient avec nous posaient les questions, étaient un peu les ambassadeurs de tous ces pauvres du monde entier, posaient les questions et lui répondaient. Et ce livre est la transcription de ces entretiens. D'accord. Génial. Ça paraît si simple, tu sais, quand tu racontes ça, tu te dis mais c'est dingue. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Génial. Écoute, je vais terminer cet entretien avec mes petites traditionnelles questions sur Nantes. Voilà, je m'interrogeais aussi, je me demandais s'il y avait d'autres associations qui existaient sur les sujets de réinsertion ici à Nantes, ou si vous étiez seul à porter ce sujet-là. Ah non, on est tout petit. Il y en a plein d'autres. Il y a Saint-Benoît-Labre, il y a les Eaux Vives, la Maison Bleue, des choses très, très simples et très belles qui existent depuis très longtemps, comme Brin de Cosette, Écoute de la rue. Non, il y en a plein d'autres. On est une pierre parmi l'édifice, ouais. Et vous interagissez tous ensemble ? Ah bien sûr. Ouais. En fait, nous on est un lieu de vie, il y a des accueils de jour, il y a du lien entre toutes les structures pour essayer d'être le plus au service possible. Ouais. Et en fait, à l'origine, l'association, donc tu nous l'as raconté, a été créée à Paris. Et donc pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec le siège de l'association à Nantes ? Le siège est à Nantes parce qu'on voulait que les bureaux de l'association soient au cœur d'une maison. Et la maison de Nantes offrait cette possibilité. D'accord. Et donc, au moment où l'asso a un peu grandi, on s'est dit, il nous faut vraiment des bureaux. Eh bien, on s'est installé au rez-de-chaussée de la maison de Nantes, là où nous nous trouvons. Et donc, qu'est-ce que t'évoques, toi, la ville de Nantes ? Qu'est-ce que m'évoque la ville de Nantes ? Ça m'évoque mes études, où je pensais y passer 3 ans. T'as étudié à Nantes ? Ouais, j'ai fait 3 ans de fac de droit à Nantes.
là où j'ai rencontré ma femme, qui m'a toujours dit, elle qui est nantaise, je ne voudrais jamais vivre à Nantes, mais les hasards de la vie ont fait qu'on s'y est installé et qu'on a vécu une vie assez différente de celle qu'elle avait pu vivre dans toute sa jeunesse et dans sa vie familiale. Donc voilà ce que ça m'évoque spontanément. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être à Nantes aujourd'hui ? Je trouve que la vie est plutôt sympa. Je me déplace beaucoup pour voyager, rencontrer toutes nos différentes maisons et c'est une ville qui est assez accessible. Donc ça, j'y suis très heureux. Elle est aussi tournée assez facilement vers la mer et on y passe du bon temps, hein, les enfants y étant très attachés. Voilà, puis c'est la ville qui a vu naître 4 de nos 5 enfants. Donc voilà, on y est attaché. Super. Bon, merci beaucoup en tout cas Loïc pour ce témoignage aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent. Et bravo pour tout ce que vous faites. C'était très émouvant. Merci et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.